un épisode un petit peu spécial puisque je ne reçois que des amis aujourd'hui. Des amis qui représentent, enfin qui sont très représentatifs de l'équilibre des sexes qu'on essaye d'atteindre dans la fintech et la surtech. Thibaut de Barcy, Xavier Cormand, Toufik Gozim, ils sont tous passés déjà soit par le podcast, soit par le blog. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour Pierre-Nicolas. Alors donc je vais vous présenter tout d'abord, puisque vous avez tous des titres extrêmement ronflants, et c'est un podcast, vidéocast également très international aujourd'hui, puisque Toufik est en France, Thibaut au Luxembourg, Xavier digne représentant de la scène fintech en Belgique. Thibaut, tu es le président de The Payment Association EU, basé au Luxembourg. Xavier, tu es l'administrateur de FinTech Belgium, et Toufik, tu es non seulement le CEO d'Assurely, mais également le président d'Insurtech France. Et donc aujourd'hui, vous avez tous compris, on va parler d'assurance innovante, on va parler de business model finance innovant. En gros, on va parler d'Assurtech et de FinTech. Et la première question que j'aimerais lancer, dont j'aimerais débattre avec vous trois, messieurs, eh bien, c'est quels sont les acteurs innovants que vous voyez sur votre marché. Je vous ai demandé avant ce podcast de choisir chacun 2 ou 3 exemples dans votre pays ou dans votre sphère d'influence. Et je vais commencer par Toufik. Toufik, qui as-tu choisi comme acteur innovant de la sphère AssureTech ? Alors j'ai choisi Lemonade. Lemonade, c'est un acteur américain qui vient exercer en Europe. D'ailleurs, ils sont déjà installés en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils viennent de commencer à exercer en France sur la partie assurance habitation. Ils ont la particularité d'être assureurs. C'est une insurtech qui ont l'agrément et qui se positionne sur un modèle full mobile, vraiment téléchargement de l'app pour déclarer, pour souscrire, et puis pour déclarer un sinistre. Et puis ils ont aussi la particularité de s'appuyer sur ce qu'on appelle de l'économie comportementale, c'est-à-dire qu'ils récoltent un maximum de data pour estimer le risque, en tout cas, et c'est ce qui leur permet d'avoir des tarifs très très compétitifs sur le marché. Et puis la deuxième insurtech, qui n'en est plus une parce que initialement c'est WeFox, qui sont aussi également devenus compagnie d'assurance. Ils ont commencé en tant que courtier. Et puis ils ont cette particularité d'être sur les 2 canaux de distribution, très souvent rare d'être sur les 2 qui sont à la fois la partie B2C, donc direct customer, et puis également en partie avec des partenariats en B2B2C. Et c'est vraiment c'est une courbe de croissance qui est un exemple de beaucoup d'insurtech en France et en Europe. Est-ce que tu aimerais mettre en avant un de tes membres, à part Assurely, bien entendu, est-ce qu'il y a... Oui, un des membres, bien sûr, il y a un membre d'Insurtech France qui est Léo Caire. Léo Caire, qui font également de l'assurance auto, l'assurance habitation, et qui viennent de lever, d'ailleurs, closer un tour à 110 millions de dollars, qui reste quand même c'est une très très belle, très très beau tour. Christophe Dondois, qui est à la tête, est aussi un ami, et qui aujourd'hui, ils ont une belle progression, déjà pour tenir tête à des sociétés comme Lemonade, des Américains qui viennent sur le territoire. Donc ça reste qu'une belle entreprise que je voulais mettre en avant. Bon, eh bien, on va peut-être les inviter. Et donc, cette histoire sur l'habitation, je pense que c'est intéressant parce que ça va nous permettre de montrer que même dans des secteurs qui sont sclérosés par l'immobilisme, en tout cas des produits qui sont totalement boring et pas attractifs, on arrive quand même à innover et à développer des nouveaux business models. Xavier, qui as-tu choisi ? As-tu choisi des membres de FinTech Belgium ? Écoute, nous on veut toujours mettre nos membres en avant et surtout qu'on a des membres de grande qualité. Alors parmi les 130 membres que l'on a, il a fallu faire des choix. Comme tu nous as demandé une insurtech et une banque, ou en tout cas quelqu'un dans les services financiers ou bancaires, moi j'ai choisi comme insurtech, j'ai choisi Cover, qui est quand même une success story belge dont on peut être fier. Cover, eux, leur métier, c'est de créer des produits d'assurance sur mesure pour des usages assez spécifiques. Je pense, par exemple, aux produits qu'ils ont développés pour des livreurs à vélo de type Deliveroo, je suis pas sûr que ce soit Deliveroo, mais de type Deliveroo, où ils ont développé un produit d'assurance où quand le livreur commence à travailler et l'assurance commence,
Quand il a fini de travailler, ben, l'assurance s'arrête. Donc c'est vraiment de l'assurance à la demande, à la seconde près, tout mobile, totalement intégré, donc extrêmement facile. Donc eux, leur rôle, c'est vraiment de créer des nouveaux produits d'assurance et qui sortent un peu des sentiers battus. L'autre que j'ai choisi, c'est une banque, donc c'est une fintech qui a une licence bancaire belge. C'est Ion Bank. Ion Bank qui, alors c'est peut-être pas totalement belge parce qu'ils ont des investisseurs anglo-saxons, ils ont des fondateurs, je pense qu'ils sont d'origine polonaise, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un acteur européen. Ils ont racheté une banque belge, enfin une filiale d'une banque italienne, l'ancienne Monte Paschi, pour avoir la licence bancaire. Et là, ils ont une approche assez innovante. Qui sort vraiment des sentiers battus, puisqu'en fait ils vendent du banking as a service, ils vendent des packages dans lesquels tu peux avoir plein de produits bancaires ou financiers et qui ne sont pas nécessairement des produits de chez eux. En fait, c'est un peu comme une marketplace de différents produits venant de fournisseurs différents, mais qui sont mis ensemble, marketés, servis par Ion Bank. Je trouve ça une approche originale. Alors après, c'est assez nouveau, donc il faudra voir à l'avenir comment ça va se comporter. Ok. Et ça marche aussi bien en B2B qu'en B2C, Xavier? Alors effectivement, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est en B2B, c'est en B2C et ils font du B2B. Et je sais que par exemple, ils octroient des crédits de manière très innovante, de manière très rapide, parce qu'ils ont des méthodes d'analyse qui ne sont pas les méthodes d'analyse traditionnelles au niveau Ouais, c'est une bancaire. grosse, Ça, c'est vraiment ouais, très grosse intéressant. tendance aussi chez les néobanques, là, tout ce qui est crédit, c'est quelque chose qui arrive sans doute en 2022. Thibaut, toi qui es sur une verticale un peu, enfin très très précise, hein, le paiement, est-ce que c'est des membres d'ailleurs de ton association que tu as choisi ou est-ce que tu as décidé de mettre en avant d'autres entreprises? Alors, je suis un peu biaisé. Ce sont trois membres, clairement, mais tu vas voir, ce sont justement dans des aspects du paiement très différents. Alors, la première, c'est Module R. Ce sont des Anglais, mais ils ont maintenant des bureaux à Dublin, à Amsterdam, et c'est du payment as a service. Donc, en fait, quand tu lances un service et que tu as besoin forcément à un moment donné d'intégrer le paiement dans ton service, tu vas chez Module R. Et un de leurs gros clients est très célèbre, c'est Revolut. Et en fait, une des raisons grâce à laquelle Revolut a pu s'étendre aussi vite dans tellement de pays, c'est parce que justement, pour la composante paiement, elle va s'appuyer sur Module R, parce qu'elle a déjà la technicité, les adaptations dans les différents pays dans lesquels Revolut veut s'implémenter. Premier exemple. Deuxième exemple, alors ça c'est très belgo-luxembourgeois, c'est Carpe Diem, parce qu'ils sont basés justement à la frontière belgo-luxembourgeoise. Carpe Diem, comme son nom l'indique, c'est en rapport avec les voitures, et donc c'est le paiement invisible embarqué à bord des voitures, c'est-à-dire ne plus avoir automatiquement son paiement, le paiement de son essence ou d'autres services sans devoir sortir sa voiture, sortir sa carte, sortir des billets. Donc c'est un très bel exemple de paiement embarqué. Et la troisième, c'est Banking Circle, qui est une banque fondée par un management danois, mais qui a une licence ici au Luxembourg. Et Banking Circle, c'est un peu l'autoroute du paiement B2B. Donc, imagine un e-commerçant chinois qui vend en Europe et qui doit rapatrier quelques milliards très vite à travers le monde. Eh bien, tu prends l'autoroute du paiement pour des très gros montants qui, dans la banque traditionnelle, passait par tout le réseau de plomberie de la banque, ce qu'on appelle le correspondent banking. Bon, ben voilà, Banking Circle, c'est la passerelle qui passe au-dessus de l'autoroute et qui est l'accélérateur pour ce type de volume. Alors, ce qui est assez extraordinaire, en fait, c'est qu'à travers vos exemples, on a à la fois des business models qui sont très très précis, là, l'autoroute du paiement pour les très gros paiements, l'assurance habitation, chez Cover, la micro-assurance pour un besoin très précis, et puis on a des business models qui sont beaucoup plus larges, hein, comme celui d'Ion, où on va essayer de packager différents produits pour répondre aux besoins d'une cible B2C et B2B. J'ai l'impression quand même, quand je vous entends tous les trois, qu'il y a quelque chose de commun à tous les modèles, c'est qu'ils sont digitaux.
C'est juste? Ils sont digitaux. Absolument. Tout à fait. Et donc ça me fait une belle transition pour vous interroger tous les trois. Et donc là, on peut rentrer maintenant dans un mode débat. Hein, donc n'hésitez pas à argumenter et à couper les autres. Qu'est-ce qu'on voit en fait émerger? Quelles sont les tendances en fait sur les différents marchés? Qu'est-ce que ces startups que vous avez choisies révèlent des tendances sur le marché des fintech et des assurtech? Allez, qui veut prendre la parole? Je vois que Toufik avance vers sa caméra, il a envie de dire quelque chose. J'ai débuté, alors je laisse la parole à Thibaut et à Xavier, s'ils veulent bien. Bon, ben, je me lance. En tout cas, dans le paiement, les deux grandes tendances de fond qui vont définir les prochaines années. Un, c'est la généralisation du paiement instantané, donc auquel les particuliers commencent à goûter. Pourquoi? Parce que du coup, si le paiement instantané est généralisé et standardisé en Europe, et de préférence très abordable, voire gratuit, alors du coup, on peut vraiment imaginer toute une série d'applications, tant au bénéfice des consommateurs que des commerçants, pour accélérer le paiement. Et évidemment, parmi ceux-ci, le pays, donc l'initiative de paiement européenne, ne s'y est pas trompé. Donc c'est l'idée de faire une sorte de Visa Mastercard européen. Ça fait 40 ans qu'on en parle, ça fait 40 ans que ça a raté. Mais pour une fois, ils ont une chance. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient se baser sur ce fameux paiement instantané comme étant la solution pivot pour faire le lien entre un commerçant et un particulier. La deuxième tendance de fond, c'est l'open banking. Donc l'open banking a été libéré par la directive européenne PSD2. Et alors, ça ne fonctionne pas parfaitement, c'est un long débat que je vais vous épargner, mais en tout cas, ça ouvre énormément de portes justement pour les fintechs, pour n'importe quelle activité commerciale dans laquelle on veut intégrer le paiement, parce que l'open banking, ben voilà, c'est la porte vers les comptes à vue des particuliers dans toute l'Europe, et donc ça veut dire là aussi du paiement grandement facilité, réconcilié, agrégé, etc. Alors, est-ce que cette tendance d'instantanéité, Xavier, Toufik, est-ce que dans vos industries respectives, dans vos sphères d'expertise respectives, c'est quelque chose que vous notez aussi? Je peux en parler, hein, bien naturellement. Moi, j'aime bien dire que dans le domaine de l'insurtech et même surtout et la fintech globalement, il y a eu une première génération il y a à peu près une dizaine, quinzaine d'années où les insurtech étaient un peu des laboratoires du front, c'est-à-dire la partie vitrine des acteurs traditionnels. Et depuis maintenant à peu près 5-6 ans, on le voit bien avec des insurtech qui arrivent sur le marché avec une volonté d'être full stack, c'est-à-dire l'idée n'est pas simplement de s'occuper de la vitrine, mais d'être toute la boutique. C'est-à-dire on demande des agréments, vous avez des N26 Revolut qui ont été cités tout à l'heure et qui deviennent des banques, hein, ou alors vous avez tout à l'heure j'ai cité Lemonade, WeFox et d'autres insurtech qui ont eu l'agrément, qui deviennent des compagnies d'assurance, et toujours dans cet objectif d'instantanéité. Effectivement, pendant très longtemps, il y a eu cette espèce de nouvelle technologie en front promise aux clients, et ensuite après, quand on passe le relais aux acteurs traditionnels, on avait une rupture technologique et qui crée une déception fortement, parce que lorsqu'on parle dans l'assurance, au moment où on a un sinistre, c'est l'assureur qui le gère, et là, il est dans des temps de réaction qui sont d'une autre époque. Et justement, pour éviter cette rupture technologique, il y a cette volonté d'être sur toute la chaîne de valeur. Et encore une fois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Pierre-Nicolas, c'est le côté instantanéité, le côté digital de bout en bout pour créer des nouveaux services et répondre à une satisfaction client. Alors, avant de passer la parole à Xavier, qui sans doute bouillonne de partager son expérience avec nous, je ne peux pas m'empêcher de vous parler, de mentionner cette petite anecdote que j'ai déjà mentionnée sur le blog d'AXA, Belgium, on les salue s'ils nous écoutent, qui promet sur son site de répondre aux demandes qui lui sont envoyées par email sous 30 jours. Voilà, donc je pense que là, on a toute la différence qui existe entre la quête d'instantanéité qui assure, ou en tout cas qui pose les fondations de la satisfaction client et le décrochage de la réalité de certains mastodontes dont on parlera un petit peu plus tard. Xavier, toi, ton avis par rapport à tout ce qui est justement instantanéité et, comme disait Toufik, de couvrir tout le spectre de bout en bout? Alors, moi, je crois que notre génération, la vie aujourd'hui fait qu'on veut tout de suite. Il n'y a plus personne qui veut attendre, on veut cliquer sur un bouton pour commander quelque chose, on veut que ce soit livré instantanément le jour même. Là, il y a des entreprises qui se lancent dans la livraison en 10 minutes. Je veux dire, c'est la course à l'instantanéité. Il y a quand même
un danger. C'est quand on fait tout de suite instantanément, il y a le risque de fraude, il y a le risque de mauvaise utilisation. Quand un virement est parti instantanément, ben, une fois qu'il est parti, c'est très difficile de le défaire, surtout que s'ils sont instantanés, on peut en faire 20 ou 30 en quelques secondes et finalement l'argent a disparu. Et donc il y a un corollaire à ça, il y a un besoin de sécurité qui est vraiment très important. Et je pense que, la Commission européenne et l'Union européenne sont conscientes de ça, elles travaillent très fort sur quelque chose qui, à mon avis, va changer complètement notre monde, c'est l'identification électronique. Et moi, je pense très fortement que le jour où il y aura une vraie identification électronique européenne, parce qu'aujourd'hui, chaque pays a un petit peu son système. En Belgique, on connaît It's.me. Avec It's.me, on peut se connecter facilement à tous les services belges. Mais tu vas sur Amazon France, tu veux te connecter avec It's.me, ça marche pas. Et donc, je pense qu'il y a des conditions qui doivent être remplies pour continuer à aller vers cette accélération de tout. Et la sécurité et l'identification en font partie. Et là, je pense que si l'Europe arrive vraiment à mettre en place une identification électronique européenne, là, ça risque d'être un vrai game changer. Encore plus, je trouve, que l'open banking. L'open banking est important, mais on sait, on va pas refaire le discours, Thibaut et moi, mais on sait que ça marche pas terrible, en termes techniques et tout, c'est quand même très laborieux. Espérons que l'Europe ne se plante pas sur l'identification électronique. Est-ce qu'il y a déjà des acteurs dans vos pays respectifs qui sont occupés, d'une part, avec les aspects sécurité, qui sont importants pour garantir les paiements instantanés, ou avec l'identification unique? En fait, oui, mais le paiement instantané, il assume son côté définitif. C'est pour ça aussi que il n'est pour le moment, son champ d'application est aussi défini par le type de transaction, les montants, etc. Donc finalement, quand tu payes quelqu'un en cash, le paiement il est aussi définitif. Hein. Tu vas pas aller le reprendre dans la caisse du commerçant si ce qu'il te donne n'est pas content. Donc je pense que il y a quand même une certaine cohérence par rapport à ça. Mais oui, enfin toutes ces questions eIDAS, etc. sont tout à fait au cœur des débats et de toutes les fintechs et de tout l'écosystème. Oui. De ton côté, Toufic, est-ce que tu as déjà, toi, des membres qui travaillent sur ces sujets-là? Bien sûr, aujourd'hui, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est l'innovation qui pousse la réglementation et pas l'inverse. Globalement, c'est quelque chose de très important. Clairement, si on attend que les éléments soient réglementés, automatiquement, l'innovation, son rôle est justement de pousser, d'être borderline, de pousser ces limites-là, tout en essayant de sécuriser au maximum pour qu'ensuite, clairement, on arrive à offrir ce service. Parce que l'objectif, c'est quand même la demande du client. Effectivement, hein, si on devait attendre que tout soit sécurisé, on revient au modèle des documents administratifs en 3 exemplaires, tamponnés, et ensuite après on est sûr d'avoir nos contrats papier avant que ce soit exercé. Forcément, on a tous connu des époques, des ruptures dans les époques où l'innovation a créé ce doute. Et il y a toujours eu un peu quelque part des dérapages qui ont été repris en main justement par la réglementation et qui font d'ailleurs très très bien leur boulot, qui est celui à un moment donné d'éviter ce genre d'incursion dans un monde, je dirais, dans le côté sombre. Mais globalement, l'innovation elle-même doit rester leader dans la réflexion, pour accompagner les clients, et que forcément, c'est ça qui fait que demain, on arrive à répondre aux besoins des clients qui évoluent. Aujourd'hui, le client d'aujourd'hui n'a pas les mêmes besoins qu'il y a 10 ans, je suis complètement d'accord avec Xavier, n'a pas les mêmes besoins qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il est de plus en plus exigeant, et son exigence, c'est l'instantané. Est-ce pour autant qu'on doit tout arrêter pour essayer de sécuriser avant de lui offrir le moindre service? L'exemple qui a été donné tout à l'heure, comme Amazon, on voit bien avec la data, l'analyse de la data, où on considère que même lorsqu'il y a des malversations de la part des clients, ils considèrent que c'est de la data. Parce que la data négative, c'est aussi de la data. Et donc, c'est ce qui permet d'identifier des personnes, des clients qui disent qu'ils n'ont jamais reçu le colis alors qu'ils l'ont bien reçu, et que cette data permet d'identifier pour demain améliorer leur vision de la livraison et continuer à optimiser le concept. Ouais, alors donc je reviens sur ce que tu dis, hein, innovation qui pousse la réglementation, je suis complètement d'accord, mais je vais faire le lien avec le besoin des clients dont parlait Xavier tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui, moi, me semble paradoxal, c'est que l'innovation, en effet, pousse
le législateur à faire évoluer son cadre réglementaire. Mais quand on parle des besoins des clients, moi j'ai surtout l'impression que cette innovation correctement marketée, en fait, elle change les besoins des clients. Les clients commencent à avoir des besoins qui sont de plus en plus exigeants. Il y a 10 ans, on n'avait pas besoin d'avoir nos courses en 15 minutes. Il y a même 3 ans, on n'avait pas besoin d'avoir nos courses en 15 minutes. Mais il y a une espèce de course à l'échalote, pour ainsi dire, de toujours livrer plus vite, qui fait que le client, en fait, ses standards ou son référentiel changent. L'instantanéité des paiements dont parlait Thibaut, alors je ne sais pas si ça va nous servir ou si ça va être quelque chose de fondamentalement différent, mais à la fin, à quoi ça sert, Thibaut, de faire un virement instantané plutôt que de le faire en 1 heure ou en 30 minutes? Où est l'avantage? Ah non, l'avantage il est énorme parce que donc, d'abord, si tu prends l'exemple du paiement SEPA, on parle quand même de 1 à 3 jours versus 10 secondes. Donc c'est ça la différence. Hein. C'est ça le saut entre le SEPA classique et le SEPA instantané. Et c'est une énorme différence pour les entreprises en termes de liquidité. Parce que cet argent, quand il n'est pas dans le compte de ton client dans les 1 à 3 jours, c'est de l'argent qui n'est pas disponible. Donc il a un problème de liquidité permanent à gérer. Et c'est ça qu'a essayé de régler PSD2 avec l'initiation de paiement, c'est justement avoir ce saut extraordinaire de liquidité qui bénéficie tant à celui qui paye, parce que de toute façon, une fois que tu payes, tu l'argent, tu l'as plus, par rapport à celui qui le reçoit. Donc c'est d'abord une sécurité, un confort, et puis une amélioration directe du ratio financier de tous les acteurs en Europe. Donc Sauf en cela, c'est extrêmement positif. En fait, il y a une partie prenante dans l'équation qui est pas gagnante. C'est celle qui retenait les paiements pendant 3 jours au milieu, c'est les banques. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les banques ne veulent pas du tout avoir du cash, donc ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que le cash qui traîne, elle est obligée de le mettre à la banque centrale en partie à taux négatif. Donc le timing est juste parfait en fait. Et en plus, elles te font payer pour le virement instantané. Hein, donc, en tout cas, en Belgique, elles te font payer pour le virement instantané. Donc elles ont tout compris. Hein. Ça, c'est un grand débat qu'on a eu d'ailleurs au sein de l'association avec la Banque centrale et avec la Banque nationale belge, qui est évidemment de dire, évidemment, tout le monde souhaite que ce service soit gratuit. D'autre part, évidemment, la Banque nationale va te dire, nous, on n'est pas là pour dire que les banques ne doivent pas couvrir les coûts liés à l'implémentation de cette infrastructure. Mais oui, je te suis tout à fait. Moi, j'ai un petit exemple parce que c'est vraiment c'est mon fils qui a 20 ans et qui a un compte N26 et qui un jour a fait un virement et il me dit mais papa, c'est quoi ça, les jours de valeur pendant 3 jours? Mon argent, il est où? Je comprends pas. Et en fait, aller expliquer à cette nouvelle génération que pendant 3 jours, votre argent est nulle part. Clairement, il est ni sur le compte initial, ni sur le compte. Et aujourd'hui, aller l'expliquer, on peut pas en avoir. À une époque, on essayait d'expliquer que c'était des gros camions qui prenaient les sous d'un côté pour ensuite les déposer sur une autre banque centrale qui revient. Mais aujourd'hui, il y a ce genre de cas qui n'ont pas de raison. Et donc, le paiement instantané, ça devient une référence. En fait, c'est même plus un débat. On peut pas imaginer aujourd'hui ne pas avoir instantanément un paiement qui s'effectue, et c'est quelque chose que la nouvelle génération n'acceptera pas autrement. Et donc c'est là où soit on s'adapte à ce besoin au temps réel, soit on essaye de se dire on va essayer de prendre un peu plus de temps et on revient à un modèle traditionnel auquel nous peut-être on va s'adapter, mais nos générations futures trouveront ça impensable. C'est une excellente transition en fait pour la troisième partie de ce vidéocast qui concerne les banques et les assurances traditionnelles, donc ce que j'appelle les mastodontes. Et la question que j'ai souhaité vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme de l'innovation? C'est quelque chose dont on a déjà parlé avec toi, Toufik, lorsqu'on a fait le podcast, mais aussi avec toi, Xavier, en 2019-2020, lorsqu'on a fait le bilan de l'année. Quel est ton point de vue là-dessus, Xavier? Toi qui es un fin observateur des mastodontes, tu en as quelques-uns dans ton association. Alors déjà, je crois qu'il y a quand même des banques, alors peut-être plus des banques que des compagnies d'assurance qui arrivent à innover. Je pense qu'on doit vraiment distinguer les deux. En tout cas, nous en Belgique, je vais peut-être pas me faire des copains, mais on peut quand même dire que les compagnies d'assurance ont à peu près 10 ans de retard par rapport au monde bancaire dans la digitalisation. C'est juste effrayant. L'exemple que tu as donné sur
on répondra à votre email dans les 30 jours. Honnêtement, il n'y a plus de banque qui fait ça en Belgique. Sincèrement, je pense qu'il n'y en a plus. Ils se sont quand même bien digitalisés au niveau bancaire. On a quand même 2 banques en Belgique qui ont eu leur application mobile référencée comme les meilleures du monde. Et à l'utilisation, parce que je les utilise toutes, effectivement, c'est très convivial, ça fonctionne bien. Maintenant, c'est pas possible d'innover. Enfin, une banque, en fait, offre des dizaines, des centaines, des milliers presque de produits et de services différents. Et c'est pas possible d'innover et d'être le meilleur dans tous les produits, dans tous les services. Et donc, qui peut l'être? Mais quelqu'un qui va se spécialiser, une petite équipe qui va se spécialiser en se disant, tiens, je trouve que ça pourrait améliorer et je vais me lancer là-dedans et je ne ferai que ça. Je peux reprendre l'exemple de Debex que j'ai lancé. C'est le financement de factures. Fallait pas venir nous demander un leasing, quoi. C'était pas possible. Donc, ça va faire qu'une chose, Debex existe toujours, donc je ne vais pas parler à l'imparfait, mais Debex ne sait faire qu'une chose, c'est du financement de factures. C'est rien d'autre. Donc, on peut pas tout faire. Et là, effectivement, des équipes spécialisées, très agiles, qui peuvent pivoter rapidement, seront toujours meilleures qu'un grand mastodonte. C'est pas possible autrement. Donc, je dirais que sur tous les produits mainstream qui sortent dans une application mobile, les banques, elles peuvent très très bien s'en sortir. Être parfaites dans tous les produits qu'elles distribuent ou qu'elles ont, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on voit des Ion émerger en disant, nous, on saura jamais être le meilleur dans tout, je préfère prendre le meilleur du marché et vous l'offrir sur une marketplace. Bon. Ce qui est une approche intéressante. Donc on a bien compris ton message, les banques arrivent, les assurances c'est plus compliqué. D'ailleurs je vois que FinTech Belgium vient de perdre 3 membres assurance. Bon. Il va falloir que tu fasses des cadeaux de fin d'année, mon ami, pour rattraper le coup. Thibaut, alors le paiement c'est quand même le core business d'une banque. Est-ce qu'elles sont encore en mesure de suivre le rythme de l'innovation, les banques traditionnelles? Ben oui, parce que d'une part, parce que celles qui sont intelligentes et dont c'est pas le core business vont justement faire appel au payment as a service et au banking as a service pour avoir des effets d'échelle qu'elles n'auraient pas autrement. Et d'autre part, là où je suis d'accord avec Xavier, c'est que les banques traditionnelles s'en sortent quand même pas si mal, tout simplement parce qu'elles sont extrêmement fortes, particulièrement en Belgique d'ailleurs, pour te vendre un nombre record de produits par client. En Belgique, les banques traditionnelles arrivent te vendre jusqu'à 6 à 7 produits. Les néobanques, les nouveaux acteurs ont plutôt une moyenne, d'après McKinsey, de 1 produit et demi. Et ce produit, c'est souvent le paiement. Paiement qui, grâce à toute une série d'évolutions, n'est pas un produit qui donne beaucoup de marge. Par exemple, dans l'Union européenne, l'interchange est plafonné. Et donc, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, Revolut, que tout le monde admire, les derniers comptes annuels de Revolut, c'est que la hauteur de leur perte est à peu près au niveau de 2/3 de leur chiffre d'affaires. Alors, évidemment, si Revolut arrive à être la banque mondiale de toute une génération à terme, ce qu'on leur souhaite, alors évidemment, ce sera un pari gagnant. Mais en tout cas, c'est pas encore tout à fait prouvé. Et donc, dans ce match entre nouveaux acteurs et acteurs traditionnels, les nouveaux acteurs n'ont pas intérêt à se tromper sur les produits et la profitabilité de ce qu'ils offrent, parce que sinon, je leur promets quelques années difficiles lorsque la liquidité des marchés qu'on a sur l'instant va être réduite, parce que là, les actionnaires vont commencer à se dire, vont quand même tirer la prise de quelques-unes d'entre elles. Ouais, alors sur la partie, on va dire paiement et marge ou pas de marge sur le paiement, on a l'exemple de Lydia là en France qui vient aussi de lever. Voilà, pas rentable sur la partie paiement parce que justement ils prennent aucune commission dans les paiements qu'on peut se faire entre amis. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils veulent se diversifier pour justement avoir un business model qui est profitable. Maintenant, sur la statistique dont tu parles, du nombre de produits moyens par client, est-ce que c'est pas tout simplement dû au fait que les banques traditionnelles ont historiquement plus de choses à proposer qu'une néobanque ou un acteur entièrement digital qui commence avec un produit et qui va, au fil des années, s'il survit, en proposer plus? Bien sûr, mais par contre, tous ces challengers, moi étant ancien de Keytrade, je peux en parler facilement, tous ces challengers sont quand même là depuis 10 ou 20 ans. Donc ce que je dis, c'est que en tout cas, dans tous les domaines, dans le paiement, dans l'investissement, c'est ce fameux, dessin que tout le monde a vu avec la grosse baleine qui se fait manger par toutes les piranhas qui sont les différentes fintech. Ça fait 20 ans que ce schéma existe.
Or, il faut constater que la multibancarisation, elle va pas aussi loin que ça, ou en tout cas que les baleines sont, en tout cas au sens baleine, banque traditionnelle, sont loin d'être une espèce en voie de disparition, parce que typiquement les piranhas ne sont pas encore profitables, et les baleines se portent plutôt très bien. Donc, ils ont quand même fait du bon boulot quelque part. Toufik, il te revient l'honneur de clôturer ce chapitre sur la catégorie d'entreprise qui est sans doute la plus réfractaire à l'innovation, les assurances, enfin, en tout cas les mastodontes. Pourquoi est-ce que les assurances traditionnelles n'arrivent pas à suivre le rythme de l'innovation, d'après toi? Bah, en tout cas, ma vision, c'est que pour innover, il y a un état d'esprit, entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, j'ai été de l'autre côté, hein, j'ai travaillé dans des grandes banques et assurances internationales, hein. Il faut savoir que pour donner l'exemple d'Assurli, on est une trentaine. Je ne suis pas seul entrepreneur, on est 30 entrepreneurs dans cette entreprise. Et globalement, chacun innove dans son domaine pour justement apporter une qualité de service globale aux clients. Et cette concentration qu'on peut trouver dans les insurtech d'entrepreneurs, et dans lesquels quand on dit entrepreneur, on dit porteur de risque, on prend des risques tous les jours. Quand on rentre dans une start-up, une surtech ou une fintech, on n'a pas la garantie de l'emploi. On est dans un modèle où on sait qu'on peut disparaître dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Donc, ce qui fait que l'innovation continue est notre quotidien. Et globalement, ce qui fait qu'on est des hors-bancs face à des paquebots qui, aujourd'hui, pendant des décennies, ont été un peu confortés dans leur business. Je dirais presque depuis la Seconde Guerre mondiale, on a des grosses banques et des gros assureurs qui se sont installés, où il y a très souvent un peu une entente cordiale, mais globalement, ils n'avaient jamais eu affaire à des petits acteurs, parce qu'on reste quand même des tout petits acteurs, hein, et qui viennent bousculer un secteur en offrant de la valeur et en offrant de l'innovation. Donc, l'innovation, oui, elle pourrait se faire dans des gros groupes, mais ça signifie qu'il faudrait, au-delà simplement du cash, parce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui chez des grands acteurs, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se dire que le client est un customer centric. Le client doit être au centre, alors que très souvent, on le voit bien dans l'assurance, hein. On vous dit, vous êtes assuré, estimez-vous heureux. Alors que non, le client peut ne pas être content. Et clairement, le client est client. Il n'est pas simplement assuré. Pourquoi est-ce qu'on parle d'assuré? Comme si vous devez être heureux d'être assuré. Non, je suis client, je paye une prime tous les mois ou tous les ans, et donc j'exige un service en retour. Donc il y a un retour des choses aujourd'hui, et comme par enchantement, on a les insurtech aujourd'hui qui viennent dire, attendez, mais le client est important, il est au centre de l'équation, et c'est ce discours qui fait qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est en train de bousculer ces secteurs un peu endormis, qui sont des grandes banques ou les grands assureurs, et que clairement, on se pose toujours cette question, qui est capable de quoi? Mais en fait, tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les insurtech en France, en Europe entière et dans le monde, c'est simplement de dire, les choses peuvent évoluer en mettant le client au centre de la réflexion, et non pas simplement de dire que le client doit venir à nous et accepter nos règles qui sont parfois un peu archaïques. Je sens l'énergie de nouveau du CEO d'Assurli là qui qui peut bousculer le marché. J'aime bien en fait aussi ton image du paquebot et du hors-bord. Ça fait bien le lien avec le point sur l'agilité en fait que mentionnait Xavier. Effectivement, on a souvent l'impression d'entités qui sont très rigides, qui ont beaucoup plus de difficultés à se mouvoir ou à suivre les tendances de la société. Tu disais aussi l'esprit entrepreneurial. Je pense que ça, c'est vraiment important. On a souvent, en préparant ce podcast, Xavier parlait des actuaires. En fait, l'actuaire dans l'assurance, ça me fait penser, je sais pas, aux fonctionnaires. Peut-être que c'est le mot ou la consonance qui est la même, mais ça fait vraiment penser à quelqu'un en costume gris avec une cravate grise, etc. Qui bouge pas en fait, qui est très très rigide et qui n'a pas cet esprit entrepreneurial, qui n'a pas cet esprit d'être tourné vers le client. Je me demande d'ailleurs comment, lorsqu'on a 50 jours de congé par an dans les grandes bandes, comment est-ce qu'on peut encore avoir l'esprit entrepreneurial. que tous les employés de banque me pardonnent cette petite boutade. Un petit mot peut-être pour nos amis actuaires, parce que il y a 6 mois, j'étais intervenu au congrès des actuaires, et auquel il y avait tous des actuaires qui posaient la question comment je voyais quelle était ma vision du métier de l'actuaire. Et en fait, ma réponse, et je vous la partage,
c'est un métier qui est beaucoup plus vers tendance data scientist que l'actuaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, l'actuaire avait ses données standards, qui est l'âge, la santé, enfin voilà, ce qu'il intègre dans un tableau Excel et qui vous sort par enchantement une formule de calcul et une prime. Alors que là, aujourd'hui, le métier qui tombe, d'ailleurs, toutes les écoles commencent à faire dans ce sens-là, c'est des data scientists capables d'utiliser de la donnée structurée et non structurée pour pouvoir analyser un risque futur. Et ça, c'est un métier qui est en train d'évoluer, en fait, j'allais dire, grâce aux InsurTech, mais globalement, parce que les InsurTech apportent de la data que les grandes banques ou les grands assureurs n'utilisaient pas ou peu de leurs clients, et ce qui permettent d'alimenter ce qu'on appelle des analyses de sinistres prédictives. Et c'est grâce à ce genre de nouvelles données de plusieurs dimensions qui font que les actuaires se transforment aujourd'hui, leur métier évolue et se mettent à mettre en place des produits dynamiques ou des tarifs dynamiques et non pas un tarif statique comme ça a été le cas pendant des décennies. Oui, donc l'exemple que Xavier donnait de Cover rejoint bien ce que tu dis, avec quand même un danger, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le fait qu'on ait de plus en plus de données individualisées, ça remet aussi peut-être en cause à un moment le principe de mutualisation du risque, et ça peut poser quelques problèmes sociétaux, mais ça sera pour un autre débat. Dernière partie de ce podcast, donc on voit qu'ils ne sont pas forcément agiles, hein, tous ces mastodontes. Dans le podcast que j'avais fait avec Xavier il y a de nombreux mois maintenant, on s'était intéressé justement à la problématique du rachat des startups. Et Xavier avait mis l'idée ou l'hypothèse que le rachat d'une startup par un mastodonte pouvait aussi tendre à étouffer l'innovation pour garantir le statu quo. Alors, la question que j'aimerais vous poser, je commencerai par Thibaut. Est-ce que les mastodontes, donc les entreprises des banques assurances traditionnelles, sont condamnées pour innover à racheter des startups? Non, parce que je pense que ce qui s'impose maintenant, c'est clairement ce modèle collaboratif. Donc, les mastodontes vont chercher l'expertise là où elle est et elle va l'acheter pour avoir des effets d'échelle. Donc, de temps en temps, effectivement, ils aiment bien racheter, mais alors ils savent du coup que une partie des marchés vont se fermer, des prospects, parce qu'il y a des jeux d'alliance, de stratégie. Et donc finalement, je pense que les fintechs les plus performantes sont celles qui vont arriver à rester indépendantes et à obtenir des effets d'économie d'échelle en attirant la clientèle des mastodontes pour leur spécialité. Xavier, qu'est-ce que toi tu en penses? Écoute, moi je pense que les mastodontes ont la capacité, en fait, il y a une règle générale que j'adore, c'est la loi de Pareto, et ça s'applique quand même partout, et je suis persuadé que le business des banques, bien 80% de leurs revenus et de leur rentabilité viennent de 1% de leurs produits, et sur ces 20%, en fait, ils arrivent à être bons. Faut rester honnête. En tout cas, en Belgique, je connais pas les autres pays, mais en Belgique, ils arrivent à être bons. La difficulté, c'est les 80 autres pourcents. Alors, comment être bon sur les 80 autres pourcents? Racheter, oui, pourquoi pas, faire des collaborations. Il faut en tout cas changer un état d'esprit. Maintenant, si tu prends le marché belge, il y a des comportements différents parmi les 4 grandes banques. Hein. Il y en a une, et je la citerai pas, qui dit « moi, je sais tout faire tout seul ». Alors, ils voient régulièrement des startups, ils essaient de s'inspirer de leurs idées, et après ils font un copier-coller de manière assez surprenante. Ça marche pas très bien. Mais ils continuent sur cette lancée. Après, il y en a d'autres qui sont prêts à racheter, il y en a d'autres qui sont prêts à faire des collaborations. Ça dépend aussi du niveau de prise de risque que la banque a envie de prendre ou que le mastodonte a envie de prendre. Plus tu reprends un projet ou plus tu t'allies à un projet early stage, plus ton risque est important. Évidemment, celui qui va racheter, je sais pas moi, qui va racheter N26,
il va payer une fortune, mais le niveau de risque sera évidemment beaucoup plus bas. Si tu vas racheter la petite boîte qui vient de sortir, ça va pas coûter cher, mais le niveau de risque est absolument dingue. Sans parler du fait que tu vas pouvoir tuer une innovation une fois que tu vas mettre tes jolis process de compliance derrière. Là, les mecs, ils vont juste faire de la paperasse, ils vont plus rien inventer. Puis ils vont se barrer, parce que ça les intéressera pas de rester. Donc voilà, moi je pense que il y a tous les niveaux, et c'est aux banques à être suffisamment malignes pour arriver à aller choper le bon projet au bon moment, à un bon niveau de maturité. Et il n'y a pas de règle en fait. Alors je rebondis là-dessus. Le principe de la collaboration, donc c'est clair. Bon, Thibaut a clairement expliqué, toi aussi. Je pense qu'on va aussi vers un modèle qui est de plus en plus collaboratif entre les banques traditionnelles et des startups. Mais encore faut-il qu'elles aient l'ouverture d'esprit pour le faire. J'ai interviewé dans ce podcast un entrepreneur qui s'appelle Joseph Chouefati, qui a lancé une startup qui s'appelle Goodvest, et il me racontait à quel point il avait été difficile pour lui de convaincre les banques de s'associer. Il a finalement réussi à lancer un partenariat avec Generali, mais la banque avec laquelle il était le plus avancé dans les négociations a finalement tout fait capoter à cause de l'âge de Joseph et de son cofondateur. Donc parfois, en fait, voilà, les critères pour ne pas entamer la collaboration sont des critères qui sont assez Et futiles. il était trop jeune ou trop Trop tôt? jeune, trop jeune. Voilà, donc je mets quand même un bémol à la collaboration. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit de ceux qui sont à la manœuvre dans les banques traditionnelles. Toi, Toufik, comment est-ce que tu vois ça, cette collaboration justement entre les startups et les grandes assurances? C'est Pierre-Nicolas, la dernière fois qu'on a fait notre podcast, il y a déjà à peu près 3 mois, je crois que je te racontais que j'avais eu trois offres de rachat et que C'est vrai. j'avais refusé. J'en ai eu une quatrième encore cette semaine d'une des plus grandes banques en France que j'ai de plusieurs centaines de millions d'euros que j'ai refusé en séance. En fait, il y a une approche clairement aujourd'hui. La vision, c'est que l'innovation, elle ne s'achète pas à coût de centaines de millions, en tout cas pour les mastodontes. On dirait aujourd'hui acheter des startups, ça va pas leur permettre de garder le rythme. Ils vont juste rattraper une partie du retard. En fait, c'est comme donner un exemple, c'est comme rattraper un train en mouvement tout en restant toujours sur le quai. Bah, pour suivre le rythme, les mastodontes doivent travailler en mode partenariat avec les fintech et insurtech. Et donc, enfin, donc, pour acheter dans l'exemple, c'est vraiment monter dans le train sans chercher à prendre le contrôle. Et c'est ça qui fait un modèle win-win. L'idée, c'est de ne plus travailler en tant que client fournisseur en ce qui concerne les mastodontes et les insurtech, mais en mode partenariat, parce que le gagnant dans l'histoire, ça va être le client. Nous, on a cette réactivité, on a cette innovation continue. Eux, ils ont la legacy, ils ont cette expérience du marché. Et le fait de travailler la main dans la main, justement, ça permettrait, tout en laissant la liberté aux insurtech, parce que il n'y a pas pire que de vouloir étouffer l'innovation. C'est un peu comme vouloir acheter un laboratoire et empêcher les chercheurs de continuer à innover. Donc, c'est pas ça qui aiderait, surtout en ce moment où on parle du vaccin contre le virus de la Covid. Voilà, on peut pas comparer le métier d'un pharmacien versus un laboratoire. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et le invest to kill, ça, c'est quelque chose qui est à bannir parce que je pense que tout le monde est perdant. Parce que ça signifie juste de repousser une échéance où ce que nous, on ne pourra pas faire, les Européens, les Français, les Belges, les Luxembourgeois, en fait, toute cette partie innovation qui sort, demain, elle va arriver d'outre-mer et qu'elle viendra comme un tsunami de mastodontes autres, par contre, qui ont du budget, qui ont du cash et qui ont de la tech et qui viendront, dans ces cas-là, prendre ce marché, puisque clairement, on n'aura pas donné sa chance, en tout cas aux insurtech, pour travailler ensemble et mettre en avant ce qu'on sait faire. Je tremble déjà. Donc j'aime beaucoup aussi l'image du train en marche. Donc je décerne à Toufik le prix du roi de la métaphore. Après le paquebot et le hors-bord, il y a aussi le train en marche. Mais non, en fait, ça illustre bien les défis auxquels ces deux industries, l'assurance et la banque, font face. Merci messieurs pour ce partage de connaissances et d'expertise sur le domaine des fintech. Et puis on va peut-être se retrouver bientôt pour refaire le point. À bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci.